Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Doctrine parlementaire qui reçoit pour vous Madame Angèle Makombo, à qui j'ai dit bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur Richard Ekomo. Bien, Madame Angèle Makombo est donc présidente de la LIDEC, attendez, Ligue des démocrates congolais, un parti politique membre de l'Union sacrée. C'est bien ça, madame? Tout à fait ça. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que oui, nous sommes dans l'Union sacrée, soutenons l'Union sacrée, mais notre signe distinctif, c'est que c'est un soutien totalement objectif, un soutien qui ne plonge pas dans la flatterie. Et nous faisons des critiques constructives, c'est-à-dire quand il y a des choses bien qui se font au niveau du gouvernement des Warriors, au niveau de la présidence, nous le disons, mais quand il faut rectifier le tir, nous le disons aussi. Bon, vous dites ça, le problème c'est parce que vous craignez de partager la responsabilité lorsqu'il sera question ou bien pas du tout, parce que non, nous exerçons notre contrôle citoyen, notre devoir de citoyen. Il ne faut pas, même si vous appartenez à une famille politique, accepter tout tête baissée. Si nous qui sommes à la base, nous voyons des choses qui méritent d'être redressées, améliorées, nous le disons. Est-ce que dans cet exercice-là, dans cette démarche-là, vous êtes compris par l'ensemble des membres de l'Union sacrée? Eh bien ça, il faudrait que vous leur posiez la question. Mais toute œuvre humaine est perfectible, comme on dit. Des fois, on a l'impression que oui, notre écho, notre position, on l'entend, et d'autres moments, on sent que non, on n'a pas été entendu, mais ça ne nous empêche pas de continuer. Et nous continuons comment ? En le disant, nous continuons dans les réseaux sociaux, nous continuons en manifestant notre appui ou en portant des critiques. Même si vous avez l'impression des fois de ne pas être entendu, il ne faut pas pour autant baisser les bras, il faut continuer d'exercer notre devoir citoyen. Voilà, c'est pas ça les sujets à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs, avant que je puisse dérouler à votre intention l'ossature qui constitue, donc disons, les points qui constituent l'ossature de cette émission, je m'en vais poser une toute dernière question de mettre de l'eau dans la bouche de notre invité de ce soir pour nous parler un peu de la santé de son parti qui est la LIDEC. La LIDEC, comme vous l'avez rappelé, la Ligue des démocrates congolais, est un parti qui a soufflé ses 10 bougies il n'y a pas si longtemps. Et tout parti politique a des défis à relever, a des réussites à célébrer, mais aussi surtout des défis. Des défis dans un pays comme le nôtre où la politique, on ne la fait pas souvent par conviction, par idéal, on la fait pour gagner son pain, ce qui n'est pas normal. Le défi que nous avons au quotidien, c'est toujours pouvoir mobiliser, motiver les gens à continuer l'action. Et le défi que nous avons à relever, c'est que les Congolais ont tendance à, quand ils sont dans les partis politiques, ça sommeille quand les élections sont passées. On n'a plus le même enthousiasme, le même engouement. On attend les élections prochaines. Or, ce n'est pas ça. Un parti politique doit toujours être en action, et un parti politique a un rôle civique à jouer, d'éducation de la population, de la base, etc. Et là, il y a beaucoup de travail à faire que nous faisons à la LIDEC pour justement redresser les antivaleurs qui sont en train de gangréner notre pays, et surtout auprès de la jeunesse. Nous le faisons. Donc, en bref, je dirais, oui, la LIDEC se porte bien, mais comme aussi un être humain n'a pas une santé à 100%. Un être humain doit régulièrement faire des check-ups, se surveiller, etc. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Oui, mobiliser, continuer à implanter le parti, continuer à sensibiliser, voilà.
Voilà, vous le faites bien, surtout dans ces volets qui n'est pas très bien vu par l'ensemble de la population, surtout quand vous avez évoqué la question liée à la formation, à l'éducation civique. Bon nombre de partis n'arrivent pas à les faire. Mais on sait aussi, entre autres, parmi les buts d'un parti politique, c'est aussi la conquête du pouvoir. Est-ce que vous ambitionnez quelque chose là-dessus au sein de la LIDEC? Évidemment, les prochaines élections, on dit souvent, on remet au goût du jour le mot de Churchill. Winston Churchill qui avait dit qu'un homme d'État, c'est celui qui pense à la prochaine génération, qui n'est pas obsédé par les élections. Mais pour penser à la prochaine génération, il faut aussi être dans les cercles du pouvoir, avoir le pouvoir de décision. Et c'est pour cela que la LIDEC est en train de se préparer pour présenter des valeureux candidats aux prochaines élections législatives, provinciales, et espérons qu'on aura des élections locales. Et donc, il faut outiller les candidats, identifier les bons candidats. C'est le travail qu'on est en train de faire. Voilà, et votre émission Doctrine parlementaire sera toujours là au moment précis de l'histoire pour vous suivre des pas à pas. Voilà, mesdames et messieurs, votre émission Doctrine parlementaire, comme vous le savez, c'est donc ces magazines politique qui fait la chronique des activités parlementaires et qui revient sur l'actualité brillante de l'heure dans notre pays. Et dans ces chapitres, mesdames et messieurs, nous avons retenu 4 points à échanger avec notre invité. De ce soir, nous avons a priori, ces problèmes qui fait fracas, ces dossiers qui fait fracas, c'est celui de la désignation des animateurs de la CENI. Deuxièmement, nous allons nous entretenir avec notre invité sur les dossiers RAM au niveau de l'Assemblée nationale avec cette plénière tant attendue, mais qui n'est pas toujours au rendez-vous. En troisième lieu, nous allons vous parler d'un dossier social, d'un sujet social en rapport avec la société congolaise, mais qui fait aussi l'actualité du pays. C'est donc la rentrée scolaire 2021-2022 avec cette grève des enseignants au niveau public. Nous sommes donc à la République démocratique du Congo. Qui dit démocratique dit aussi l'expression démocratique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un autre son de cloche, et là-dessus, nous allons parler des différentes manifestations annoncées par l'opposition. Mesdames, vous avez là les 4 sujets qui sont retenus avec, disons, qui va constituer l'ossature de notre émission de ce soir. Ça vous va? Parfaitement. Voilà, commençons donc avec les premiers dossiers. La désignation des membres qui doivent composer cette commission, cette centrale électorale. Comme vous savez, tout part de là. Les institutions de la République sortent de cette moule-là, qui est donc la CENI. Et là, ça divise, ça chauffe. Vous avez pratiquement 2 camps qui s'affrontent, qui sont opposés. Il y a d'un côté le groupe des 6 confessions religieuses et de l'autre côté le groupe de 2 autres confessions religieuses, la SENCO et l'ECC. Quelle est votre lecture face à toutes ces tergiversations, à tous ces ultimatums lancés par les présidents de l'Assemblée nationale? L'oiseau rare là qu'on attend, qui n'arrive toujours pas. D'abord, il faut partir du départ, c'est-à-dire la responsabilité première incombe aux confessions religieuses. Et le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que ces confessions, ces 8 confessions religieuses, nous offrent un spectacle totalement désolant. Ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Je le dis à des amis, je ne veux plus qu'on me parle d'église au milieu du village, parce qu'ils sont loin d'être au milieu du village. Et là, comme vous le savez, elles sont 8, ces confessions, 6 d'un côté qui appuient un candidat, Denis Kadima, 2 autres qui s'y opposent, l'Église catholique, les protestants. Et on entend, oui, l'argument qui revient de plus en plus, c'est de toutes les manières, si on a 6 d'un côté, le chiffre
est important, 6, mais de l'autre côté, les deux là représentent démographiquement Ils ont un ancrage voilà, beaucoup plus important. La société congolaise. Beaucoup plus important. Moi, ce que je dis, non. La question, ce sont les textes. Que disent les textes? Les textes ne parlent pas d'ancrage, les textes ne parlent pas d'importance. Les textes disent qu'il faut, pour désigner le leadership de la CENI, en particulier le président de la CENI, il faut un consensus. Si on n'a pas un consensus, on va au vote. C'est ça que disent les textes. Mais que veulent faire les deux confessions religieuses qui s'opposent aux candidats des 6 autres? Ces deux confessions religieuses veulent changer les règles du jeu pendant le match. Ça ne se fait pas. Il ne faut pas dire maintenant, oui, nous sommes plus importants, etc. Et que disent les deux? Ils disent, oui, le candidat en question, il se trouve qu'il est près du pouvoir. Et là, on ne peut qu'être déçu par ce genre de raisonnement, parce qu'on se dit, où étaient ces deux confessions religieuses quand il y a eu Malou Malou, proche du pouvoir, appartenant à une certaine région du pays, où ils étaient quand il y a eu le prochain, c'était Ngoï Mulunda. Après Malou Malou, voilà, il y a eu où ils étaient exactement toujours la même région. Où étaient-ils quand il s'agissait de Corneille Nangaa? Ont-ils dit quand il y avait la candidature avancée de Ronsard Malonda? Mais subitement, ils disent non, parce qu'il appartient... Nous avons vu l'Église catholique toujours monter sur ses chevaux oui, mais après, pour refuser. Monter sur ses chevaux, mais pas très très longtemps, et après, comme on dit, Kobomamoto, et se rallier. Aujourd'hui, ils disent, nous irons jusqu'au bout, nous allons nous opposer jusqu'au bout. C'est justement les textes là auxquels vous faites allusion, parce que les textes disent dans leur charte, c'est le présidium qui est composé de deux confessions religieuses. Nous avons de l'autre côté les catholiques qui assument la présidence et les CC qui assument la vice-présidence. Le problème s'est posé à ce niveau-là. Qui est habilité à aller déposer les dossiers au niveau de l'Assemblée nationale pour enterrement? C'est le problème s'est posé à ce niveau-là. C'est l'Église SCC, disons l'église de Christ au Congo, qui ne jouait pas frangé, si je dois me permettre de le dire, à l'époque où il y avait le monseigneur Marini Bodo. Il est question aujourd'hui de prendre une décision, d'entériner ou de ne pas entériner un candidat. Et que disent leurs textes? Leurs textes disent, ce candidat, vous l'approuvez par consensus. S'il n'y a pas consensus, vous allez au vote. Mais le problème se pose juste à ce niveau-là. Voilà, ils n'ont pas le même entendement de ces concepts-là. Il n'y a pas d'avoir l'entendement. Les consensus doivent porter sur quoi? Il n'y a pas question d'entendement. Les textes sont clairs, on les applique. Or, la difficulté dans notre pays, ça a toujours été d'appliquer les lois. Et nous le voyons même dans ce cas de figure. Quand le texte de loi, le droit positif ne vous convient pas, vous essayez de changer, etc. Quand nous entendons aussi l'abbé Chollet dire nous avons les preuves qu'il y a eu pression, qu'il y a eu corruption, etc., etc., l'Église catholique, je suis pourtant catholique, se distingue quand vous observez nos élections, se distingue dans ce sens où il dit souvent nous avons les preuves de fraude électorale, nous avons les preuves, mais ils ne les apportent jamais. Mais ils l'ont dit dernièrement. Apportez-les. C'est la raison pour laquelle ils ont sollicité l'audience auprès du président de la République pour lui donner la primeur des Apportez-les pour que le peuple les voie, ces preuves. Quand nous voyons un abbé Chollet dire « nous avons enregistré », etc., etc., je trouve ça lamentable dans ce sens que vous savez qu'en droit, il est illégal d'enregistrer quelqu'un sans consentement, voilà, à son insu. À moins que vous soyez une autorité judiciaire, à moins que vous soyez des services de la police, des services de renseignement. Donc, comme ça, délibérément, on viole la loi, on s'engage dans un acte frauduleux et on n'a pas honte de le dire publiquement. Et c'est là où je dis, mais il y a totalement inversion des valeurs, on s'y perd, et résultat, nous allons sûrement et lentement vers un glissement à cette allure.
On va arriver. Mais... Donc, mon point de vue, c'est que je trouve regrettable que les textes ne sont pas appliqués, encore une fois. En général, c'est ce qu'on remarque dans notre pays, mais là aussi, les confessions religieuses pêchent par le refus d'appliquer les textes. Si les deux là sont jusqu'au boutiste, c'est-à-dire ils disent, comme ils n'ont pas été reçus par le président de la République, cette fois-ci, ils iront déposer le preuve au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'ils y aillent. On en a assez de... On arrive à identifier l'origine de toutes ces menaces auxquelles ils ont fait allusion. Si réellement ils donnaient des preuves qu'il y a eu corruption, vous savez que ça sera très grave. Vous ne voyez pas, cela? Et autant crever l'abcès. S'ils disent qu'ils ont les preuves, qu'ils les apportent. Que le peuple aussi voit. Et allons à la crise et crevons l'abcès. Et cette crise, une crise n'est pas éternelle, on va la surmonter, on va trouver une autre solution. Mais en gardant les choses en l'état, en menaçant, mais en ne bougeant pas, en restant dans cette impasse, vous ne voyez pas que nous allons encore dans une crise beaucoup plus grave, parce que ça risque de retarder les élections. Et quand la date, on annoncera un report des élections, là, on va dire non, on va crier à Hu et à Dia, on va dire non, le peuple doit descendre dans la rue parce qu'il y a report des élections. Eh bien, s'il doit y avoir crise, autant, moi, de ce côté-là, je dis qu'ils apportent les preuves. Voilà, j'ai avec moi ici la lettre adressée à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Il s'agit bien précisément du rapport de la plénière de la plateforme de confession religieuse du 2 octobre 2021. Ils disent dans ces documents: Honorable Président, votre lettre référencée 113/RDC/AN/CP/M NPC/NBB/09/2021 du 30 septembre 2021 par laquelle vous donnez au chef des confessions religieuses un ultime délai de 72 heures pour harmoniser nos vues et désigner nos délégués à la CENI, nous est parvenu le même jour. Nous vous en remercions. Interpellé par votre appel pathétique sur l'essence de notre responsabilité, le président de la plateforme a aussitôt convoqué une assemblée plénière le samedi 2 octobre 2021 à 10h30 dans l'espoir de trouver une solution à cette crise. Comme il ne pouvait atteindre Kinshasa que dans l'après-midi, il m'a chargé de présider à cette réunion à ma qualité de vice-président de la SENCO. Malheureusement, poursuit-il, nous sommes confrontés à un conflit d'interprétation de votre correspondance qui n'a pas permis d'évoluer du tout. En effet, ils expliquent, pour les présidiums de la plateforme constituée de la SENCO et de l'ECC, votre lettre faisait état de l'échec de toutes les tractations menées jusque-là au sein de la plateforme de confession religieuse pour la désignation de nos deux candidats à la CENI et nous invitait à aller de l'avant, à harmoniser nos vues en mettant de côté ce qui nous divise dans le respect de notre charte et de la loi organique de la CENI. Pour les 6 autres confessions religieuses, il y a un travail qu'elles prétendent avoir déjà fait et dont le procès-verbal aurait été reçu au bureau de l'Assemblée nationale. Pour elles, les 72 heures que vous aviez données sont simplement une occasion pour renforcer la cohésion en obtenant du présidium la reconnaissance de ces procès-verbal. Une proposition de texte d'un nouveau procès-verbal a été soumise par les 6 dans cette perspective. Cette proposition n'a nullement accueilli l'assentiment du présidium car fondée sur une mauvaise interprétation de votre lettre et n'entrant pas dans l'esprit de la convocation de notre plénière qui était celui de répartir sur de nouvelles bases et de trouver un consensus autour d'un candidat idoine. En plus, il a été établi dans les conditions non conformes à la loi organique de la CENI, notamment les articles 10 et 12, ainsi qu'à notre charte, spécialement en ces articles 8, 16, 17 et 18.
Par ailleurs, notez ici, c'est très important, nous constatons que les 6 autres confessions religieuses fondent leur soi-disant majorité sur une interprétation erronée de l'article 17 de notre charte et qu'elles ignorent totalement l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Voilà pourquoi ils disent « Nous n'avons donc pas trouvé de consensus malgré notre demande leur adressée de nous présenter d'autres candidatures. Nous n'avons pas voté non plus. » Nous avons proposé de revenir le lundi 4 octobre 2021 dans l'espoir d'évoluer, mais le groupe des 6 nous a signifié que cela ne sert pas. Autant attendre la position que prendra la plénière de l'Assemblée nationale. C'est sur cette note que nous nous sommes séparés. Ils promettent qu'un rapport du Présidium sur le processus de désignation des animateurs de la CENI par la plateforme des confessions religieuses vous parviendra sous peu. Nous prions que l'Esprit Saint vous accompagne dans les efforts que vous déployerez pour éviter à la nation une crise de trop qui ne profitera à personne. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de mes sentiments patriotiques et dévoués à notre Seigneur Jésus-Christ. Signé Monseigneur José Moko Ekanga, évêque du Diofa, vice-président de la SENCO. Et finalement, Madame Angèle Makombo, les langues commencent à se délier. Où est-ce que vous voyez que les langues se délient? Lorsqu'il nous donne le déroulé de la dernière plénière qui était donc l'ultime rencontre pour eux. Moi, je ne vois pas, rien n'a changé dans leur position. Leur position, c'est nous rejetons... Lorsqu'ils disent que le problème se trouve au niveau de l'interprétation qu'on fait, comme je l'ai relevé tout à l'heure, du consensus. Apparemment, ils n'ont pas le même entendement. C'est là où se trouve le problème. Un consensus, c'est un consensus. Un consensus, on est à 10 ou à 20. On se dit, vous êtes d'accord avec ceci? Oui, vous êtes d'accord avec cela? Vous êtes d'accord avec... Un consensus, c'est un consensus. Ne faisons pas de sémantique, là. Hein? Tout simplement, la position des 2 confessions religieuses, nous l'avons compris dès le départ, ils refusent un candidat X parce que ce candidat, ils estiment qu'il est trop près du président. Et tant qu'on ne leur donnera pas un autre candidat, ils ne vont pas obtempérer. Et encore, il faut donner un autre candidat que eux, ils vont avaliser. Donc, on tourne en rond. Et quand ils disent un candidat idoine, qu'est-ce qu'ils appellent un candidat idoine? Un candidat seulement à leur image à eux? Tous les présidents de la CENI qui se sont succédés, même quand ils objectaient un peu, mais ils ne faisaient pas du jusqu'au boutisme. Au bout d'un moment, ils cédaient, ils laissaient faire. Mais là, ils veulent faire du jusqu'au boutisme. Eh bien, nous allons droit vers la crise. Moi, si j'étais le président de l'Assemblée nationale, je mettrais fin à ce spectacle. Le président de l'Assemblée nationale a eu à rallonger les délais, à repousser les reports. Maintenant, il doit trancher. Il doit trancher en son âme et conscience. Il doit dire oui, j'accepte ce que la majorité m'apporte ou je n'accepte pas. Et comme je vous dis, il faut crever l'abcès. Si on doit aller vers une crise, vaut mieux une crise maintenant qu'une crise en 2023 quand on nous dira les élections ne peuvent pas avoir lieu à la date fixée. Bon, je suis toujours dans leurs propos quand ils disent qu'on les accuse à tort d'avoir eux aussi un candidat. Ils disent cette fois-ci, ils n'auront même pas à proposer un candidat. Ils attendent les candidats, des probables candidats qui viendront de l'autre côté. Mais bien sûr qu'ils proposeront, parce que si demain on présente quelqu'un d'autre et qu'ils estiment que ce quelqu'un d'autre est toujours trop proche, et toujours de la région du président, ça reviendra à émettre leur veto. Ils veulent exercer un droit de veto. Ils sont en train d'exercer un droit de veto. Et c'est inacceptable. Et ça va durer combien de temps? Alors allons-y au dépôt, allons-y que le président Bosso tranche. S'il y a crise, nous crevons l'abcès, on passe à autre chose. Madame, ne voyez-vous pas que les deux là ont raison? Bon, ça c'est mon analyse, je pose la question parce que ce sont des choses qui se chuchotent par-ci, par-là. C'est avec raison que principalement l'Église catholique, parce que
pendant les autres élections, l'Église du Christ au Congo était un peu à l'écart. C'est l'Église catholique qui s'opposait à tous ces candidats, comme vous l'avez aussi relevé. Mais vous voyez pas que c'est avec raison, parce que tous, quand je dis tous, c'est-à-dire la classe politique dans son ensemble, a décrié les élections organisées en 2006, les élections organisées en 2016 et les élections organisées en 2010. Toute la classe politique, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Dis-moi. Revoyez notre histoire restante. Même le président Félix lui-même. Revoyez, non. Mais ne dites pas toute la classe. Majeurs ne dites pas toute la classe politique, puisque les gagnants, en tout cas, les supposés gagnants pendant ces 18 ans qui sont passés. Vous dites les supposés gagnants. Voilà. Parce qu'on a estimé que les élections ont été bâclées. Les élections ne se sont pas tenues dans des très bonnes conditions. Et alors? C'est un des motifs qui donne raison à l'Église catholique. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue, c'est pas mon point de vue. C'est pas mon point de vue. Je dis que l'Église catholique veut changer les règles du jeu pendant le match. Il y a des règles écrites. Qui dit que le leadership de la CENI doit être choisi par consensus. Vous n'arrivez pas à avoir un consensus. Passer au vote, et dans pas mal de nos institutions d'ailleurs c'est souvent le cas, on prône d'abord le consensus. Au Congo on a peur du vote, donc on dit consensus parce que pendant le consensus on peut s'arranger, etc. Il s'avère que pour la CENI, c'est pas le cas, le consensus, on n'arrive pas à le dégager, eh bien, il faut passer au vote. Ben, voilà aussi. Quand vous dites qu'il faut passer au vote, là aussi, ils ont soulevé un autre point. Ils disent que les autres Suisses-là ne fondent pas leur majorité du fait qu'ils sont 6 sur le plan numérique. Mais ils disent quand ils iront au vote, s'il y aura vote, on va tenir compte des confessions religieuses, non seulement de l'ancrage, mais qui ont une expérience avérée en matière d'organisation des élections. C'est ce que disent les textes. C'est ce que disent les textes. Non, arrêtez de relayer des faussetés. Arrêtez de relayer des faussetés. Les textes sont là. Prenons les textes et collons-nous aux textes. Chacun peut interpréter selon son intérêt. Non, on ne va pas continuer ça. Il y a d'autres priorités dans ce pays. Hein? Les élections, oui, c'est capital, mais il y a d'autres priorités. D'ailleurs, ces priorités, c'est certains de vos sujets en parlent. Hein? Le social des Congolais, la rentrée des classes, etc. Non, arrêtons. Ça devient fatigant, ça devient lassant, cette question de la CENI. Et ça dévoile un manque de responsabilité de ces confessions religieuses. Je dis, moi, ma conclusion à cela, j'aimerais qu'on arrête le débat sur ce sujet, c'est qu'en tout cas, ça nous fait réfléchir, les Congolais. Là, je suis d'accord que la majorité des Congolais réfléchissent, disent la prochaine fois il faut changer. Il ne faut pas donner aux confessions religieuses le rôle, le pouvoir de choisir les leaderships de la CENI. Là, on sera obligé de revoir la loi. Eh oui, il faut revoir. Parce qu'ils ont échoué lamentablement. Voilà, puisqu'ils ont échoué, d'ailleurs, l'abbé Cholet l'a avoué publiquement qu'ils ont effectivement échoué. Et c'est cet échec-là qui ouvre les portes à la communauté internationale. Vous avez suivi les balais diplomatiques, les ambassadeurs, les premiers... C'est l'ambassadeur des États-Unis, vous avez vu l'ambassadeur de la Russie et tout récemment aussi, le secrétaire général des Nations Unies s'est prononcé sur la question des élections et lui, il est allé loin à suggérer même un dialogue au sein de la classe politique pour surmonter toutes ces divergences. Quel est votre point de vue là-dessus? Des dialogues, on en a eu assez. Des dialogues du style... de la Cité de l'Union africaine, des dialogues du style concertation nationale, non. Mais le fait Étienne Derez Mémoire lui-même l'a dit que les dialogues fait partie de l'ADN des Congolais. Excusez-moi, laissez-moi terminer. J'ai bien dit des dialogues du modèle de... Mais parler, c'est nécessaire en politique, au niveau social. Moi, mon ancien patron Kofi Annan disait, tant qu'on parle, il y a de l'espoir. Oui, mais
des dialogues genre des assises où on se tourne, on est sur la table interminable avec des per diem, etc., etc. Non, on peut discuter sans ce genre de choses. Et s'il faut discuter là-dessus, ça peut revêtir quel format? Comment? S'il faut notamment dialoguer par rapport à ces sujets. Le dialogue en ce moment, moi, je suis contre, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je suis pour que l'Église catholique qui dit, les deux qui disent on a des preuves, etc., déposez-les. Qu'on aille au niveau du Parlement, que le président de l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités. Si on aboutit à une crise, eh bien qu'il y a une crise. La crise ne va pas durer éternellement, on va crever l'abcès, on va passer à autre chose. Mais avec comme conséquence les retards qu'on va observer dans le maintenant, d'ailleurs, ils ont dit mieux vaut un glissement que candidat. Qui a dit ça? Nous avons entendu à travers les ondes. Qui? Mais dites, non, ne parlez pas de moi. Qui? Ben moi notamment, je dis, si on continue avec le jeu de l'Église catholique des protestants, et ben voilà, nous glissons vers Alors, ils disent mieux vaut le glissement des élections bâclées. Moi, je dis, vaut mieux maintenant que la crise éclate et qu'on va se relever de cette crise, on va trouver un autre format, etc., et on va avancer, plutôt qu'une crise latente qui ne dit pas son nom et qui nous amène droit vers un report des élections. Voilà. Que chacun prenne ses responsabilités. Madame Angèle Mbakombo est avec nous sur ce plateau de votre émission Doctrine parlementaire. Là, on était en train d'analyser les premiers points et entrer à la destination des animateurs de la CNU. Le deuxième point retenu pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est donc les dossiers RAM. Très rapidement, madame, parce que nous sommes déjà talonnés par le temps, comment avez-vous, vous-même, en tant que politique, quelle était votre réaction lorsque vous avez appris la dernière plénière qui était consacrée aux répliques? Quand je dis répliques, c'est-à-dire aux réponses que l'autre, c'est-à-dire les ministres des pétentiques devraient amener pour rencontrer les préoccupations des honorables députés. Mais finalement, à la dernière minute, on avait appris que ces plénières-là n'avaient plus lieu. Quelle était votre réaction quand vous avez appris cela? Moi, d'abord, je dirais que, comme là, je suis d'accord, la majorité des Congolais, rares sont les Congolais qui approuvent cette rame, cette taxe, qui la trouvent injuste, qui la trouvent injustifiée. Et même les députés, beaucoup ont même, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, qualifié cette taxe d'escroquerie. Bon, donc elle est injuste. Et le débat était houleux, vous avez suivi, et là je ne peux pas ne pas profiter de votre micro pour saluer ceux qui sont montés justement à la tribune pour défendre les intérêts du peuple congolais, notamment celle qu'on a d'ailleurs qualifiée de championne, de winner de la semaine, la députée Odette Mwamba, qui s'est prononcée là-dessus avec éloquence. Eh bien, ce que nous attendions après ça, et puis il y a eu des losers, des perdants, des députés qui se sont lamentablement affichés, exposés, attaquant violemment la députée Odette Mwamba. Mais après ça, nous attendions la réponse du ministre. On attend toujours. C'est regrettable. Et la raison qu'on nous a donnée, non, finalement, ce dossier, c'est pas lui qui aurait dû répondre. C'était un vendredi parce qu'il devrait aller prendre part au Conseil des ministres. Voilà. Non, et puis on nous a surtout dit que ça ne relevait pas de lui. Ça devait être cette agence de RPTC. Voilà, qui devait s'en occuper. Au départ, c'était pas lui. Bon, mais non, ça tombe sous son parapluie, sa sphère. Ça relève de son ministère. Oui, voilà. de son ministère. Et il était venu la première fois. Et ses réponses ont
n'ont pas plu, ont même choqué, été confus. Dans tout cela, comment entrevoyez-vous l'issue de ces dossiers, s'il faut aller vite? S'il faut aller vite, bon, il faut saluer le fait que les députés, enfin, sous le président Félix Antoine Tshisekedi, exercent leur contrôle parlementaire. Rappelez-vous, il y a 18 ans, pendant 18 ans, ce genre de contrôle parlementaire, il n'y en avait pas. Bon, l'issue, nous voulons que ça aille jusqu'au bout. Nous voulons que le ministre vienne s'expliquer. En tout cas, nous voulons qu'on mette une croix sur cette taxe. Donc, que cette taxe soit retirée. Mais, voilà. Tandis que de l'autre côté, vous avez vu les ténors du parti au pouvoir se prononcer pour soutenir la Et fameuse... donc, vous apprécierez la position d'Angèle Makombo, qui est dans l'union sacrée, mais qui là fait une critique constructive qui dit non, cette taxe fait du mal au peuple, le peuple qui a déjà du mal à vivre, qui a des difficultés, etc. Quand ils mettent leurs petites unités pour appeler, puis qu'on leur ronge ces unités-là, et surtout, nous voulons qu'il y ait de la redevabilité, nous voulons qu'il y ait de la transparence. L'argent récolté de cette taxe, elle va où, elle sert à quoi? On est en droit de savoir en tant que citoyen. Et voyez-vous, le ministre Augustin Kibasa Maliba tomber un jour à l'issue Je ne vais pas spéculer là-dessus. Tout ce que je veux, que le ministre, et beaucoup de Congolais veulent ça aussi, apporte des réponses. Que la taxe en question soit apporte des réponses, simplement retirée. Apporte des réponses à nos préoccupations. Il n'y aura pas de responsabilité? Apporte des réponses à nos préoccupations. Que la taxe soit retirée et politiquement, on en tire les conséquences. Les conséquences, ça peut être quoi, par exemple? Les conséquences, c'est au Parlement de décider. Si les députés, il y en a qui veulent voter cette motion de défiance, on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Mais ça ne sert à rien de spéculer à ce stade. Je vous vois venir dans la logique comme le pouvoir et d'attribution. Donc, on laisse à l'Assemblée... Pas du tout. Oui, mais c'est à l'Assemblée. Est-ce que c'est à vous ou à moi ou aux gens dans la rue de dire faites tomber le ministre Kibasa? Non, c'est aux députés d'y aller. Et ce sont nos représentants. Si vous connaissez des députés, et c'est comme ça que fonctionne une démocratie. Le Congolais n'a pas l'habitude de lire ou d'écrire parce qu'ailleurs, on écrirait à son député, au législateur. Nous, on veut une action dans ce sens, etc. Mais chez nous, on ne le fait pas. On le fait plus par voie des ondes. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On va peut-être le faire par les réseaux sociaux, mais c'est aux députés de prendre donc leurs responsabilités. Madame Angèle Makombo Epara, moi également, je les suis en tant que telle. Nous sommes, nous, en tant que parents, concernés dans ces dossiers de la rentrée scolaire. Il y a déjà quelques jours, la rentrée a été lancée de l'autre côté du Grand Kasaï par le ministre de l'EPST, mais sur terrain, on remarque que les uns disent que c'est timide, les autres, c'est pas du tout effectif. Nous avons donc un problème de la grève qui se pose au niveau du réseau public de l'enseignement primaire secondaire. Comment vous-même vous l'avez appris? Est-ce que les enseignants ont raison de gréver? Et l'attitude du ministre qui veut mater cela avec des méthodes que les uns disent d'archaïques. Vous-même en tant que parent, quelle est votre lecture là-dessus? Ma lecture, c'est quand vous dites les enseignants du domaine public, ce n'est pas seulement le domaine public. J'ai des amis qui sont à Kikwit, les églises catholiques sont aussi touchées. Eh bien, les revendications, là encore, je dis, ne fonctionnons pas avec des rumeurs, fonctionnons avec les faits, fonctionnons avec les textes. Les faits nous disent quoi? Les faits nous disent que les enseignants ne sont pas payés depuis X temps. Les faits nous disent que les enseignants ont des conditions difficiles de travailler. C'est vrai ou faux? C'est vrai. D'où on est en démocratie, ils ont le droit de protester. Ils ont le droit de revendiquer. Donc moi, j'estime que ces revendications sont légitimes. Et je demande au gouvernement des Warriors de s'occuper de ces revendications-là. Et je trouve regrettable, absolument regrettable, que nous ayons le ministre de l'EPST qui menace, qui tempête, qui envoie des inspecteurs, qui sanctionne, qui suspend. C'est vraiment le moment? Je ne pense pas.
C'est pas du tout le moment. Le moment, c'est peut-être que, oui, le pays traverse une période difficile. Oui, on a besoin de réajuster les finances, de voir comment les allouer, etc. Mais c'est peut-être le moment de tenir un discours d'apaisement, dire « nous vous avons entendu ». La plupart de vos revendications sont légitimes. Nous allons nous en occuper et voir avec les syndicats, les différents syndicats, à quel moment vous pensez vous en occuper. Parce que les tensions sociales sont en train de monter. Ce n'est pas seulement les enseignants, c'est aussi les médecins à qui on avait promis pas mal de choses, etc. dont les tensions sociales sont légitimes, il faut s'en occuper. C'est ça ma réponse. Et je trouve toujours regrettable que dans beaucoup de pays africains notamment, mais aussi certains pays européens, mais surtout africains, surtout au Congo, que les enseignants soient si mal payés. Hein. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, monsieur Richard Ikoumou. Moi, je suis ce que je suis aujourd'hui. Grâce à qui? Nos parents, oui. Le Seigneur, oui. Mais les enseignants, hein, sans les bons enseignants que nous avons eus au cours de notre vie, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est absolument regrettable que les enseignants soient aussi mal payés. Voilà, nous sommes vendredi 8 octobre. Au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, on m'apprend que la délégation envoyée par les ministres au collège Boboto n'a pas été reçue. Il y aurait eu une sorte d'affrontement. Voyez-vous, dans ces sujets, un bras de fer entre l'État et l'Église catholique, parce que les enseignants du collège Boboto ne s'expliquent pas pourquoi autant d'écoles qu'il y en a en République démocratique du Congo, mais la délégation ne va que dans cette école. Il y aurait une sorte d'acharnement. Il n'y a pas une autre école où la délégation est allée? Jusque-là, on ne cite que 2 écoles catholiques. Ah bon, bon, là, je n'étais pas au courant de la situation. Peut-être qu'ils ont décidé de commencer par là. Peut-être que, bon, non. La décision qui consiste à désactiver les enseignants grévistes du fichier des pays. Comment trouvez-vous cette Mais c'est ce que je vous dis, je viens de le dire. Envoyer des inspecteurs, envoyer des délégations, faire des menaces, ensuite sanctionner, les désactiver. Non, mais c'est fâcheux. J'ai l'impression que le ministre Tony Mwaba ne pense pas à justement à sauvegarder la paix sociale, ne pense pas au gouvernement auquel il appartient. Peut-on mener une action gouvernementale réussie, de redressement de ce pays, dans un climat aussi tendu? Non, c'est malheureux. C'est malheureux de... En plus, vous voyez que des enseignants grèvent sans avertissement, etc. Non, c'est absolument malheureux. Voilà, nous sommes donc malheureusement arrivés à la fin de cette émission sur cette un autre sujet. Un autre sujet, l'expression démocratique avec les différentes manifestations annoncées par l'opposition. Malheureusement, c'est une partie remise au prochain numéro de notre émission Doctrine parlementaire. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est sur cette note que nous sommes obligés de nous arrêter. Pour aujourd'hui, le rendez-vous est donc pris au prochain numéro de votre émission Doctrine parlementaire. Restez branchés au programme de la RTNC2. Au revoir. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Ma première participation à cette émission voilà. parlementaire, mais qui ne sera pas la dernière. Merci. J'espère. Au revoir.